Ah bah super, merci de m'aider. C'est cool. Alors, je voulais vous présenter quand même l'agenda de recherche qui a été fait, qui a été publié en janvier 2024, parce que c'est quand même, il me semble, assez important tout ce travail qui est fait au niveau du groupe de référence et de la communauté de santé mentale et soutien psychosocial dans les contextes humanitaires, sur tout ce qui est les liens entre la recherche et les activités opérationnelles sur le terrain. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est vraiment une dynamique qui est au cœur du groupe de référence depuis sa création, pour des raisons multiples, mais entre autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent au groupe de référence au niveau global, qui sont à la fois chercheurs et qui sont aussi opérationnels, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre vraiment des programmes sur le terrain. Donc ça donne vraiment une belle dynamique et une bonne richesse dans ce groupe de référence, mais aussi parce que l'idée, c'est bien sûr de faire en sorte que les interventions, la santé mentale et le soutien psychosocial qui sont mis en place sur le terrain soient le plus efficaces et le plus pertinent possible. Et donc, ben, là-dessus, la recherche peut nous guider et nous aider à savoir comment orienter les programmes. Donc, en anglais, souvent, vous avez peut-être vu il y a souvent écrit, alors c'est très dur à traduire en français, evidence-based intervention, par exemple. Donc, qui veut dire effectivement que ce sont des programmes ou des interventions qui sont basées sur des recherches qui ont été faites et qui ont montré leur efficacité. Et cette dynamique-là, c'est vraiment une dynamique qui est précieuse, qui est assez spécifique au départ par rapport à la santé mentale et au soutien psychosocial, et que vraiment on encourage beaucoup. Donc c'est dans ce cadre-là que je voulais vous présenter ce travail qui a été fait il y a 2, 3 ans maintenant. Et il y a un document dans le Drive santé mentale et soutien psychosocial qui fait un résumé de ce travail. Et il y a aussi un article qui a été publié, mais l'article il est en anglais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi que vous ayez cette note d'information qui vous permet d'avoir accès quand même aux principales données. Là, je vais vous présenter surtout la démarche qui a été faite pour que vous compreniez un petit peu comment ça a été organisé. Donc, en fait, la recherche, évidemment, comme je disais, elle joue un rôle très important dans la compréhension de l'ampleur, de la portée et des spécificités contextuelles des problèmes santé mentale et soutien psychosocial. Et elle peut guider, avec toutes les informations qu'elle nous apporte, des services mis en place qui soient appropriés et efficaces. Alors en 2011, il y avait déjà un premier travail qui avait été mis en place, qui a été publié, vous voyez tout en bas de l'écran là, de la diapo, qui avait été publié dans un journal scientifique, qui est un travail en anglais, mais qui était effectivement sur les priorités de recherche sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les contextes humanitaires, pour du coup à la fois que les programmes opérationnels soit informés par les dernières études et les preuves qu'on avait de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Mais inversement aussi, bien sûr, ce type d'article permet de dire quelles sont les recherches qui sont intéressantes à mener. Et donc, suite à cette étude, il y avait effectivement une augmentation du nombre de recherches et d'interventions dans l'humanitaire en global sur la décennie 2010-2020. Et l'idée, c'était de réactualiser en fait ce travail de 2011 pour voir et pour faire des propositions pour les priorités de recherche pour 2020-2030, basées à la fois sur le travail de recherche fait en 2011 et sur tout ce qui avait été mis en place depuis pendant 10 ans. Comment ça s'est organisé, cette étude? Au niveau de la gouvernance, c'était donc sous les auspices du groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial du IASC. Il y avait un conseil consultatif scientifique et opérationnel composé de 25 membres, et tous ces membres ont apporté une contribution essentielle à la fois à la partie méthodologie et à l'interprétation du résultat. En parallèle, il y avait aussi un conseil de financement et de politique composé de 15 membres qui donnaient des conseils à différents moments de l'étude. Et puis, bien sûr, il y avait une équipe qui était chargée de la mise en œuvre au quotidien, qui était l'ONG Health Right International, qui est membre du groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est un peu comme quand vous voyez, quand au niveau des GTT, il y a parfois une organisation qui va prendre le lead aussi pour mener un projet, qui va servir à l'ensemble de la communauté mentale et soutien psychosocial et au groupe de référence sur un sujet spécifique. Et là, c'était donc ce qu'a fait Health Right International. Comment l'étude, elle a été menée?
Alors, il y a une première étape où on a généré des questions de recherche. Alors, on a d'abord interviewé un panel d'experts et pour ça, on a fait un fonctionnement avec un système en boule de neige, c'est-à-dire qu'on a commencé à interviewer certains membres du panel qui ensuite proposaient des nouveaux noms, etc. Et la question qui leur était posée était: quelles sont les questions de recherche les plus importantes dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial pour les 10 prochaines années? Et chaque personne du panel avait le droit de proposer jusqu'à 5 questions. En parallèle, il y avait des consultations qui ont été menées auprès des agences humanitaires, donc les ONG internationales, et à travers aussi, bien sûr, vous, notamment les groupes de travail technique, en plus des ONG internationales. Et là, on demandait aux responsables d'équipe de discuter avec leurs équipes de quelles étaient les questions prioritaires en recherche et de proposer jusqu'à 10 questions. Et le dernier moyen d'avoir des questions qui étaient apportées, c'était de construire des entretiens qualitatifs sur 3 sites qui représentaient des crises humanitaires dans différents pays géographiques: en Ouganda, donc post-conflit avec accueil des réfugiés; au Liban, avec une catastrophe déclenchée par un risque industriel à l'époque, donc c'était quand il y avait eu le port là qui avait sauté, et l'accueil de réfugiés, bien sûr; et en Indonésie, où il y avait la catastrophe déclenchée par des risques naturels. Donc, dans chaque site, il y a eu un travail qui a été fait avec une personne qui a fait des entretiens approfondis et des discussions de groupe pour, là aussi, proposer des questions qui semblaient être importantes pour eux en termes de santé mentale et soutien psychosocial. La seconde étape de l'étude, ça a été que l'équipe, donc on l'appelle MHPSS 7.2, donc Mental Health Psychosocial Support 7.2, puisque la 7.1, c'était en 2011. Donc cette équipe, elle a travaillé à partir de ces 3 sources-là de données pour essayer de repérer un peu quels étaient les thèmes récurrents, et on va les voir dans la prochaine slide, dans la prochaine diapo, quels étaient les thèmes récurrents. Et elles ont divisé ces questions en 6 thèmes que je vous expliquerai à la diapo suivante. Ensuite, il y a une sélection finale et une notation des 20 premières questions de recherche, principales questions de recherche, donc celles qui étaient venues le plus souvent. Et là, les membres du panel, on leur a listé toutes les questions qu'il y avait et on leur a demandé individuellement, cette fois-ci, parmi toutes les questions qui avaient été repérées et qui étaient regroupées par thématique, de choisir les 20 questions qu'ils considéraient comme les plus importantes parmi toutes celles qui leur étaient proposées, et ensuite d'appliquer un critère qui était de désigner ces priorités en fonction de leur importance. Est-ce que la question de recherche est une question importante à laquelle il faut vraiment répondre? La faisabilité. Est-ce que, une étude pour répondre à cette question, elle est réalisable ou pas? Et l'applicabilité, à savoir, est-ce que cette étude fournirait des résultats susceptibles d'influencer les politiques et les pratiques sur le terrain? Et ça, c'est vraiment une grande richesse aussi du groupe de référence et de ces études. C'est vraiment de vouloir faire des recherches qui sont en lien direct avec le terrain et qui vont pouvoir vraiment nourrir l'expérience et la réponse humanitaire. Les questions donc qui avaient été regroupées par thème, vous avez là les 20 les 6 thèmes pardon, des priorités. Ils ont été regroupés donc avec analyse du problème. Par exemple, quelle est la nature des problématiques de santé mentale et de soutien psychosocial dans cette zone? Est-ce qu'on a des interventions qui répondent à tel et tel critère, etc. Deuxième thème, avantages et efficacité des interventions. Troisième thème, gestion de la recherche et de l'information. Quatrième thème, sur les contextes. Cinquième thème, la mise en œuvre et l'organisation des interventions en santé mentale et soutien psychosocial. Donc là, vous voyez déjà une approche, une vision un peu plus systémique en termes de réponse. Et puis, il y avait des thèmes spéciaux autour des technologies numériques, puisque évidemment, c'est un enjeu important, d'autant plus important aujourd'hui. Et puis, c'était la période du Covid-19 et des pandémies, donc aussi avaient été inscrits ces thèmes-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des principales priorités de recherche. Je vous invite
à regarder le rapport. En plus, c'est pas hyper lisible hein, parce que j'ai fait un copier-coller qui n'a pas beaucoup marché, donc je m'en excuse. Mais c'est pour vous donner un petit peu les réponses. Donc en fait, quand elles ont été triées, voilà ce qu'ont répondu les gens. Et vous avez donc la question qui est posée. Donc vous voyez la première question de recherche, c'est par exemple, comment pouvons-nous renforcer le personnel santé mentale et soutien psychosocial dans les contextes humanitaires? C'est une question qui appartient au thème 5. Elle est jugée importante à 94%, donc vous voyez, c'est vraiment un élément qui a été reconnu par la plupart. La faisabilité, 87%, donc une étude a priori qui peut être facilement faisable et surtout qui va avoir une grande utilité puisqu'en termes d'applicabilité, on est à 91%. Et donc c'est comme ça qu'elles ont été ensuite voilà, graduées par ordre en fonction de ces 3 critères qui ont permis de les mettre en avant. Donc, vous voyez que quand vous regardez un petit peu les questions, c'est des questions qui sont vraiment assez variées. Par exemple, quelle est la valeur ajoutée de l'intégration des services SMSPS dans d'autres secteurs, dans les contextes humanitaires? Donc, bien sûr que si on fait une recherche là-dessus, on va devoir un peu plus spécifier, mais ça donne quand même une idée selon la communauté humanitaire aujourd'hui, et donc communauté humanitaire entendue au sens de aussi bien des experts au niveau global, au niveau pays, des gens qui travaillent plus au niveau académique, des gens qui sont plus sur le terrain. Et on a voulu cette recherche et cette étude vraiment la plus participative possible. Et donc, vous avez des questions quand même qui sont assez diverses. Comment pouvons-nous, par exemple, mieux développer des modèles de supervision et des stratégies pour répondre aux besoins santé mentale et soutien psychosocial dans les contextes humanitaires? Je vous mets aussi les autres questions pour que vous continuiez à pouvoir en voir. Donc, par exemple, quels sont les principaux facteurs de risque et de protection sur les questions santé mentale et soutien psychosocial dans l'humanitaire? Quelles sont comparativement les interventions-réponses santé mentale et soutien psychosocial les plus optimales? Donc, vous voyez, vous avez vraiment des questions extrêmement variées qui sont posées et qui sont identifiées comme étant les priorités pour 2020-2030. La majorité des questions, si on essaye de faire un petit peu une synthèse, elles portaient sur le thème avantages des interventions. Il y avait 8 questions sur les 20 retenues qui tombaient dans ce thème. Deuxième point, c'était tout ce qui concernait le suivi de l'analyse des problèmes, qui a 6 questions. Gestion de la recherche et de l'information, 3 questions. Mise en œuvre et organisation des interventions SMSPS, 2 questions. Et des sujets spéciaux, une seule question. Il n'y avait aucune question du thème contexte qui est finalement ressortie et apparue dans les 20 questions prioritaires. Quand on fait la comparaison donc entre cette nouvelle étude pour les questions prioritaires 2020-2030 par rapport aux 20 premières questions, 20 questions qui avaient été proposées en 2011, il y a des similitudes et il y a des différences. Dans les similitudes qui sont observées, l'agenda 2021 continue d'être un agenda de recherche clairement axé sur la pratique et sur la pratique entendue donc au sens opérationnalisation hein, sur le terrain, avec moins d'accent encore sur les questions plus théoriques qui dominent la littérature universitaire. Et c'est pour ça que c'était vraiment intéressant de faire cette étude avec un maximum de praticiens sur le terrain. C'est aussi pour informer les universitaires des questions qui sont les questions jugées comme pertinentes et importantes par le terrain. L'agenda de recherche, il reste encore très diversifié, même si les questions spécifiques ont changé, et elles appellent pour la plupart à des recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires. On note aussi des différences. Par exemple, en 2011, les questions d'analyse des problèmes étaient prédominantes. Les questions qui portaient plus sur les interventions, la mise en œuvre et sur le suivi et évaluation sont beaucoup plus importantes en 2021. Ça, c'est peut-être un signe, c'était une des hypothèses hein, qui est faite à la suite de l'étude, de maturation du domaine santé mentale et soutien psychosocial. Il y a beaucoup plus qu'en 2011 de données scientifiques et fiables sur les interventions. Et maintenant, on souligne davantage le besoin de recherche sur leur mise en œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, on a démontré dans une recherche que telle intervention, elle marche. Mais on l'a fait dans le cadre d'une recherche. Donc souvent, il y a quand même des moyens supplémentaires qui sont mis dans le cadre de la recherche. On l'a fait dans un seul contexte, etc. Et donc, il y a pas mal de questions sur si on applique ce même protocole
en réalité, dans un programme humanitaire classique, avec toutes les questions de sécurité, avec les RH seulement disponibles sans avoir un projet de recherche, etc., est-ce que, par exemple, on obtient les mêmes résultats? Comment on peut vérifier ça? Quels sont les systèmes de suivi et évaluation qu'on peut mettre en place pour vérifier la qualité de nos interventions quand on la met en place sur le terrain dans un vrai contexte humanitaire? Je ne veux pas dire que dans la situation de recherche, c'est un faux contexte humanitaire, bien sûr, mais souvent, on choisit quand même des contextes où on peut avoir une certaine continuité. On a souvent des ressources humaines supplémentaires. On a pas mal d'outils qui permettent de s'assurer que le protocole est mis en place de telle et telle et telle façon. Il n'y a pas toujours des tas de mouvements de population, des risques de sécurité qui arrivent en plein milieu, etc. Donc là, c'est ça qu'on entend aussi par la question de maturation du domaine et de pouvoir regarder tout ce qui est implementing research. Les questions sur les interventions aussi, comme différence, elles sont davantage axées vers les systèmes. Donc, en termes de ressources humaines, intégration, ensemble des services essentiels à plusieurs niveaux, et pas seulement sur un programme ou une intervention toute seule, mais beaucoup plus, par exemple, intégration dans le système de santé, intégration dans la WOSH, comment renforcer au niveau global la capacité et les compétences dans un pays. Donc, on a affaire à des questions qui sont plus, c'est ça qu'on veut dire quand on dit des questions qui sont plus orientées système. La recherche sur les ressources humaines, elle peut se focaliser sur la mesure et le développement des compétences de base des praticiens, l'efficacité des différentes approches de formation et les meilleures pratiques de supervision. Et ça, par exemple, c'est aussi assez nouveau, hein. C'est vrai que, par exemple, en 2011, on parlait un petit peu de supervision, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et vous le savez, il y a notamment des manuels aussi qui ont été publiés depuis, mais il y a aussi beaucoup d'expériences où on voit l'importance de la supervision quand on fait par exemple le MHGAP, le PM+, etc., etc. Et que s'il n'y a pas une bonne supervision, très vite, la qualité de l'intervention et son efficacité diminuent. On note d'autres différences encore, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'accent qui soit mis sur le contexte, mais il y a encore deux questions quand même qui sont sur ces catégories. Il y a aussi quelques similitudes, bien sûr, hein, heureusement, entre l'agenda de recherche en 2021 et 2030 et le précédent. C'est dans les deux agendas, on a beaucoup de questions sur l'analyse des problèmes. Cependant, certaines des questions d'analyse des problèmes qui sont sélectionnées dans le programme de recherche actuel offrent plus de spécificité, par exemple, et des choses un petit peu nouvelles, comme l'accent mis sur la résilience ou la question de la transmission intergénérationnelle des traumatismes. Et il y a encore d'autres différences notables, y compris dans un agenda de recherche davantage axé sur la pratique, axé sur la recherche, sur la mise en œuvre, pour la prochaine décennie par rapport à un programme de recherche qui était avant davantage axé sur l'analyse des situations et l'évaluation des problèmes. Donc voilà, donc en tout cas, je vous présentais ce petit résumé rapide de cette étude qui définit un petit peu les recherches prioritaires pour 2020-2030. Je vous invite à lire le document en français qui fait un résumé où vous avez les questions de recherche. Comme ça, vous voyez les 20 questions de recherche les plus importantes 2020-2030 et qui vont probablement guider en partie l'agenda des chercheurs et aussi, bien sûr, l'agenda des bailleurs qui financent la recherche et qui vont regarder quelles sont les recherches prioritaires pour aussi décider qu'est-ce qu'ils vont financer ou pas comme projet de recherche. Et vous, ça vous donne aussi des idées comme ça sur quel type d'informations et de recherche sont en cours ou à l'étude actuellement.